Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le professeur Youssef Charvit, qui est historien, spécialisé dans l'histoire du judaïsme maghrébin, algérien, et qui va nous parler ce soir donc, du thème de la Shoah en terre d'islam et dans la diaspora séfarade. J'ai eu moi-même le plaisir de suivre une saison entière de cours avec Youssef Charvit quand j'étais étudiant il y a quelques années à Bar-Ilan. Et donc j'ai gardé ce cours en mémoire. Et donc pour célébrer Yom HaShoah qui tombera demain soir, j'ai pensé que c'était intéressant de découvrir ce côté de l'histoire de la triste histoire de la Shoah, qui n'est pas autant connue que la Shoah des Juifs d'Europe. Donc je donne la parole à Youssef Charvit. Shalom à tout le monde. Je suis après une longue journée d'enseignement à Bar-Ilan, alors ça va tout doucement se chauffer un petit peu et ça va aller bien. Je suis arrivé en Eretz Israël à l'âge de 12 ans, avec mes chers parents Zichronam Livracha et Tagbir Ulaktsat. Et j'ai grandi dans les écoles israéliennes, j'ai enseigné dans les écoles israéliennes, et nous avons reçu du ministère de l'Éducation des thèses bien je dirais bien comment dire, bien conçues selon une méthode, selon une approche que j'appelle l'approche eurocentrique ou europocentrique. Le dernier livre de l'historien et sociologue professeur Yaakov Katz, Un temps pour enquêter et un temps pour observer, suit les communautés juives en terre chrétienne de la fin du Moyen Âge jusqu'à l'ère moderne. D'un point de vue méthodologique, cette recherche historique dans la diaspora d'Israël ashkénaze est remarquable. Yaakov Katz a observé et s'est concentré sur les incarnations de deux phénomènes en cours: la tension entre les Juifs et les nations chrétiennes, et les efforts des Juifs pour préserver et défendre leur identité collective. Selon lui, les racines de la Shoah et de la création de l'État d'Israël résident dans ces deux phénomènes. De cette manière, je voudrais examiner les racines de la Shoah et de la Tkouma. La Tkouma, c'est la résurrection de l'État d'Israël au cours des 500 dernières années dans les pays islamiques et la diaspora séfarade. Leur application et leur caractère unique à l'époque moderne, c'est le sujet. Très bien. תפסוף הזה אתה מוריד? שזה בא, עכשיו. 1, 2. אחד, שתיים. אחד, אחד, אחד. אחד, אחד, אחד. 1, 2, 3. לא, זה לא... אחד, שתיים, לא. יואל, אני לא רואה את כל השיקופית. אחד, שתיים, אחד, אחד. אחד, שתיים. אם אפשר עוד קצת, כי יש לי קצת קול צרוד. 1, 2, 3.
Echad, shtaim, shalosh, otipa. Ok, alors c'est de cela que traitera mon livre sur lequel je travaille actuellement, la Shoah et la Tkouma, voir le tableau complet. C'est dans cette conférence, c'est-à-dire que je vais travailler sur les 500 dernières années depuis l'expulsion d'Espagne jusqu'à nos jours. Et je considère qu'au XVIe siècle, il y a eu la fameuse Tzfat du XVIe siècle, l'âge d'or de Tzfat, qui à mes yeux est la genèse du sionisme et tout ce qui s'est passé autour de Martin Luther, qui est lui, qui émane de lui la genèse de la Shoah. Là, je vais faire la parenthèse. C'est de cela que traitera mon livre sur lequel je travaille actuellement. Dans cette conférence, je me concentrerai sur les événements du XXe siècle et chercherai à apporter un éclairage méthodologique sur l'étude de la Shoah dans les pays islamiques et dans la diaspora séfarade. Je parle des Balkans, les Balkans, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et la communauté séfarade d'Italie, de France et des Pays-Bas. Mes recherches sur Manitou, sur le livre que j'ai écrit, m'ont encouragé à enquêter sur l'histoire de la Shoah en dehors de l'Europe. La Shoah, la Shoah ne doit pas être définie comme un événement qui se traduit par un nombre monstrueux de personnes assassinées. Nous avons la tendance de focuser la Shoah en Europe, à juste raison. Malheureusement, 6 millions de Juifs ont été assassinés. Mais je considère que c'est une erreur méthodologique, car la Shoah ne doit pas être définie comme un événement qui se traduit par un nombre monstrueux de personnes assassinées, mais plutôt comme un événement processuel. Il est du devoir de l'historien de révéler les motivations, les intentions, les plans des conspirateurs et des auteurs de la Shoah, où qu'ils se trouvent, et de tracer, à partir de là, les scènes de la Shoah. C'est un terme que j'ai inventé, que les plans malveillants aient été exécutés ou non. La Shoah était donc un processus dynamique, évolutif et croissant depuis la législation discriminatoire, l'arianisation, la ghettoisation, en passant par la création des Judenrat, les conseils juifs, des camps de travail, de concentration, jusqu'à l'envoi des Juifs dans des camps d'extermination sur le sol polonais. Tandis qu'en même temps, des clandestins étaient établis et les partisans des nations du monde étaient mobilisés, les Chassidés, Umot, Haolam. La Shoah s'est déroulée sous la direction de l'oppresseur nazi et de ses collaborateurs. Je parle en connaissance de cause de la recherche académique israélienne. Celle-ci se concentre que sur les nazis. Si les nazis étaient là ou ici, là-bas s'est passée la Shoah. S'ils n'étaient pas là-bas, la Shoah ne s'est pas déroulée. C'est une erreur. En raison de ces paramètres, alors la Shoah s'est déroulée sous la direction de l'oppresseur nazi et de ses collaborateurs dans un partenariat d'intérêt stratégique et un partenariat idéologique. Je fais la différence entre la collaboration stratégique et la collaboration
idéologique. Ce sont deux choses différentes. Ceux qui ont écouté mon interview à Radio Kalita, j'explique cela assez fermement. En raison de ces paramètres et de l'escalade dans le processus de leur apparition, il est juste de définir des zones de Shoah également en dehors de l'Europe. Parfois, ce processus a été pleinement réalisé dans différentes zones de Shoah, comme les Balkans, la Hollande, la France et l'Afrique du Nord. Et parfois, ce processus a été partiellement réalisé, comme dans le Moyen-Orient. Là, la diapositive n'est pas complète, je ne sais pas pourquoi. L'historiographie eurocentrique de la Shoah a éclipsé pendant de nombreuses années le sort des communautés juives des pays islamiques et de la diaspora séfarade. Le syndrome de l'autre planète que l'écrivain survivant de la Shoah, Yechiel Dinour, qu'on appelait Katsetnik, Katsetnik, ça veut dire camp de concentration, Katset. Eh bien, il a dit que à Auschwitz, c'était une autre planète. En disant ce terme-là, l'écrivain semblait sortir cet événement du temps et de l'espace. Cependant, les nazis qui voulaient voir un monde sans juifs, eux et leurs complices, considéraient chaque juif, où qu'il se trouve, comme étant ciblé. Pour le professeur Alon Kofino a écrit un livre, A World Without Jews, un monde sans juifs, à l'université de Yale. Et je pense que c'est un terme, c'est un titre approprié. Il faut faire la lien entre ces deux événements-là. Et d'ailleurs, je me demande comment ça a échappé à tant d'historiens. Dans cette conférence, je vais me concentrer sur les événements du XXe siècle et chercherai à apporter un éclairage méthodologique sur l'étude de la Shoah dans les pays islamiques et la diaspora séfarade, les Balkans, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, les communautés séfarades d'Italie, de France et des Pays-Bas. Mon argument principal, tous ces espaces ne sont pas déconnectés des principales arènes de la Shoah, mais interagissent plutôt de manière très significative. Et vous allez le voir, je vais illustrer cette interaction tout à l'heure. Vous voyez ici, c'est la carte de la migration, c'est de l'expulsion des Juifs d'Espagne. Et ceux-là vont arriver dans toutes ces communautés en question. Vous allez voir, l'Afrique du Nord, l'Empire ottoman, le Moyen-Orient, Eretz Israël bien sûr, et la France, l'Angleterre, les Pays-Bas. Vous voyez ici la carte contemporaine. Dans les pays contrôlés par l'Allemagne, vous allez voir que quand on parle de la Shoah en pays islamique et en diaspora séfarade, on parle de Grèce dans les pays contrôlés par l'Allemagne, la Grèce, Yougoslavie, Bulgarie, péninsule de Crimée, certaines parties du Caucase, petites communautés aux Pays-Bas, en Allemagne, en France et en Autriche. Dans les pays contrôlés par les alliés de l'Allemagne, Italie et ses colonies Libye, Éthiopie, colonie française de Vichy, en Afrique du Nord, Algérie, Tunisie, Maroc, et au Levant, en Syrie et au Liban. Et dans les pays musulmans neutres, Irak, Turquie, Iran et Afghanistan. Et vous allez voir que la Shoah a accompagné tous ces centres-là, d'une manière ou d'une autre.
Faits et personnages clés qui relient les extrémités des scènes de la Shoah, à travers lesquelles nous pouvons observer le tableau dans son intégralité, ce sont deux personnages. Le général SS Haj Amin al-Husseini, d'une part, et le colonel Walter Rauf, d'autre part. Colonel SS Walter Rauf. Il délimite dans une large mesure les frontières de la Shoah en dehors de l'Europe, car ils étaient destinés à achever l'œuvre d'extermination en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Je cite, « Les Juifs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient étaient inclus dans le plan de la solution finale et un sort commun était prévu pour tous les Juifs, selon le procès-verbal de la conférence de Wannsee, le 20 juillet 1942, au cours de laquelle les détails de la mise en œuvre du plan furent convenus. Les nazis avaient également un plan opérationnel concernant le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le 11 juin 1942, 11 jours, c'est très important ce que je vais souligner, 11 jours avant le début de l'opération Barbarossa, vous voyez ici les flèches de l'opération Barbarossa, depuis Berlin vers Moscou, Stalingrad et Leningrad, eh bien 11 jours avant l'opération Barbarossa, et alors que l'Afrique du Nord était déjà sous le contrôle des puissances de l'Axe, Hitler publia l'ordre opérationnel numéro 32 qui concerne principalement la prise de contrôle allemande du Moyen-Orient. Dans le journal de Haj Amin al-Husseini, le mufti de Jérusalem et chef des partisans arabes de l'idéologie nazie, il est écrit que le 28 novembre 1942, Hitler annonça dans sa conversation avec lui, que vous voyez ici, que d'ailleurs Yad Vashem a enlevé de l'exposition pour ne pas induire en erreur les visiteurs de Yad Vashem. Vous allez tout de suite comprendre l'aberration de Yad Vashem et l'approche europocentrique, comme je viens de le dire. Et je pense que c'est aussi une attitude politique pour ne pas froisser les... Il dit à Hitler annonça dans sa conversation, « Nous atteindrons le Caucase du Sud et alors sonnera l'heure de la libération arabe. » Je vais maintenant poser quelques hypothèses qui, elles, sont pleines de certitudes. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on a l'habitude de dire, entre historiens, on ne parle pas d'hypothèses en histoire. Et moi, je parle d'hypothèses. Aujourd'hui, à la lumière, ou peut-être à l'obscurité du 7 octobre 2023, on peut émettre des hypothèses pleines de certitudes. Si la terre d'Israël avait été occupée par le mouvement en tenaille venant du nord, l'opération Barbarossa d'une part, et par le régime de Vichy en Syrie, au Liban, d'autre part, et au sud, par la Wehrmacht, dirigée par le Corps Afrique, le Afrika Korps allemand, et ce avec le plein soutien de la propagande nazie en arabe depuis Radio Berlin, dirigée par le Mufti de Jérusalem tout au long de la guerre. On lui a donné une mensualité il avait une équipe une mensualité de général SS, et il avait une équipe de près de 30 personnes qui diffusaient vers le Moyen-Orient et vers l'Afrique du Nord une propagande arabe d'Asie. Et il terminait, je vais le dire plus tard, plus en exergue, il disait à la fin de l'émission « Atbar el-Yahoud », il faut assassiner les Juifs. Eh bien, si
La terre d'Israël était occupée par le mouvement en tenaille venant du nord et venant du sud, eh bien, avec le soutien de la propagande nazie en arabe depuis Radio Berlin, dirigée par le Moufti, les résultats auraient pu être désastreux. On peut le dire. C'est une hypothèse pleine de certitude. Et c'est une chose qui n'était pas du tout impossible. Comme ce qui s'est passé. Nous avons un événement clair et net. Ce qui s'est passé en Europe de l'Est, où l'opération Barbarossa, dirigée par la Wehrmacht, c'est l'armée allemande, qui a rejoint l'ESS sous la forme de Einsatzgruppen, qui a entraîné la mort d'1,5 million de juifs. Ça veut dire que la guerre, la stratégie et l'idéologie nazie allaient de pair avec l'opération Barbarossa. C'est exactement ce qui aurait pu se passer en Afrique du Nord. Si le corps Afrique, le Afrika Korps, remportait une victoire en Afrique du Nord et en Eretz Israël, il n'est pas impossible que les forces SS se lancèrent dans une opération d'extermination en Afrique du Nord. Les résultats finaux n'ont en rien occulté leurs intentions malveillantes qui ne se sont pas concrétisées. Et là, je passe à un échec méthodologique de première classe. L'un des échecs méthodologiques les plus courants dans la recherche de la Shoah est la tentative de créer une corrélation nécessaire et obligatoire entre la survenue des événements de la Shoah et le nombre important de morts. Cela peut-être est dû à l'argument juridique selon lequel la destruction qui n'a pas été effectuée n'est pas punissable au regard de la loi. Malheureusement, la volonté de Shoah est toujours là. Regardez, je voudrais parler du pape Pie XII. Je n'ai pas fait exprès. Le pape est décédé, le pape Francis, comment on l'appelle en français? François. Et, il est mort aujourd'hui ou hier. Eh bien, il y a un journaliste qui a dit que François ressemblait beaucoup à Pie XII, sur lequel je vais dire quelques mots. Malheureusement, la volonté de Shoah est toujours là. Nous devons débattre un débat culturel mondial qui ne s'y limite pas au nazisme seulement. Nous devons pénétrer les racines culturelles de la Shoah au sein des cultures de l'islam et du christianisme. J'ai fait une balade à Jérusalem, en vieille ville, de 3 et quelques heures, en hébreu, dans laquelle je parle des racines culturelles, des racines spirituelles, des racines d'ordre de civilisation de la Shoah, entre l'islam et la chrétienté. Je vous invite à regarder. Les leçons de l'affaire Pollard. Et je fais exprès d'écrire Polanski, parce que c'est son nom juif. Ne font qu'aiguiser la compréhension fondamentale que le nazisme n'était que la pointe de l'iceberg d'une culture entière qui cherchait à provoquer la Shoah du peuple juif depuis la nuit des temps. Il est très difficile de ne pas relier plusieurs événements. Barack Hussein Obama. J'ai fait aussi exprès de mettre en exergue le nom Hussein. Président des États-Unis a signé un accord nucléaire avec l'Iran qui cherche et déclare
inlassablement la destruction d'Israël en 2015. Les États-Unis se sont abstenus d'informer Israël des programmes de destruction chimique et nucléaire des pays arabes, et Jonathan Pollard a rompu ce silence effrayant en 1985. Et il a payé 30 ans ou plus en prison. Les États-Unis se sont abstenus de bombarder les voies ferrées menant à Auschwitz, bien qu'ils avaient clairement connaissance de la nature du camp d'Auschwitz-Birkenau en 1944. Je reviendrai sur ce point une autre fois, pas aujourd'hui, mais je voulais quand même y faire allusion. Sort commun: Salonique, Tunis, Varsovie. Le 4 septembre 2003, un vol de l'armée de l'air israélienne a été effectué au-dessus d'Auschwitz. Vous voyez la photo en question. Ce vol a été dirigé par le général de brigade Amir Eshel. Il a demandé à Yad Vashem plusieurs noms de juifs qui avaient été déportés à Auschwitz ce jour-là, 60 ans plus tôt. Symboliquement, une liste de plusieurs juifs originaires d'Algérie, partis de Drancy pour Auschwitz, a été fournie, dont Sylviane Amar, Georges Sasportas et Esther Lévy-Valentin. Hachem Yikom Dama. Cette histoire m'a motivé à formuler le concept de Shoah du peuple juif. D'ailleurs, il y a un très très beau film duquel j'ai pris les noms. Un vol pour nous, un film de Chaim Herth que je vous invite à voir en hébreu dans le YouTube. Walter Rauf. Maintenant, on va parler de régions bien précises. Je parle des Balkans. Grèce, Yougoslavie, Bulgarie, Serbie, Bosnie et Croatie. Walter Rauf, a développé des camions à gaz qui ont causé la mort de 200 000 juifs à Chelmno, en Serbie. Serbie qui était habitée par des juifs séfarades. Depuis l'expulsion d'Espagne, ces juifs sont arrivés en Empire ottoman, dont les Balkans. 200 000 juifs ont été tués à Chelmno, en Serbie, c'est un camp d'extermination. Il a mis en place le Einsatzkommando Égypte, celui qui était censé accompagner les troupes de Rommel et exterminer les Juifs d'Afrique du Nord et d'Eretz Israël. C'est la fameuse opération Atlas qui, elle, a échoué, elle n'a pas abouti. Les Balkans. Al-Husseini à Hitler. Haj Amin al-Husseini va dire à Hitler le 28 novembre 1941. Il existe une similitude évidente entre le nazisme et l'islam. Il aspirait à établir un nouveau royaume arabe sur les ruines de l'Empire ottoman. C'est pourquoi Haj Amin al-Husseini va être le collaborateur le plus, le plus prestigieux, entre guillemets, de l'Allemagne, collaborateur qui n'était pas un État. Haj Amin al-Husseini faisant le salut nazi en passant en revue une unité de la 13e division de la montagne de la Waffen-SS qui s'appelle Anchar, composée en grande partie de musulmans de Bosnie. À la fin de chaque diffusion de propagande nazie en arabe a été annoncé massacrer les juifs. Atmar el Yahoud.
Khaja Amin al-Husseini et Ali el-Kailani étaient les initiateurs du coup d'État pro-nazi en Irak, qui a précédé les émeutes du Farhoud, qui a tué, assassiné 180 juifs. La fête de Shavuot, 1941. 40 ans plus tard, vous savez ce qui s'est passé? Exactement. Le bombardement de la centrale nucléaire d'Irak, de Bagdad, par Begin. Begin n'a pas fait ça par hasard. El-Husseini et El-Kilani sont invités dans les camps de concentration Trebin en Allemagne. Selon le professeur Gidon Graeff, Khaja Amin al-Husseini a visité Auschwitz. Il prévoyait de construire des crématoriums dans la vallée de Dotan, dans la vallée d'Israël, en Eretz Israël, pas loin de Shrem. Vous voyez ici El-Kilani et Amin al-Husseini. C'est des photos toutes récentes qui ont été distribuées par une société de vente aux enchères. Fritz Grobba, c'est un personnage clé pour ce qui concerne les pays musulmans. Fritz Grobba a servi l'Allemagne nazie au Moyen-Orient. Il était particulièrement connu par son influence sur la rébellion de Rachid Ali el-Kalaini en Irak, sur laquelle je parlerai plus tard. Grèce et Bulgarie. Vous voyez, l'occupation de la Grèce, qui elle aussi était habitée par des juifs séfarades. Eh bien, vous voyez ici, les Allemands ont occupé Saloniki, les Bulgares ont occupé Trakia et Macédonia, je dis ça en hébreu, Thrace et Macédoine, et tout le sud de l'Italie était occupé par les Italiens. Par les Italiens. Eh bien, pardon, le sud de la Grèce. Eh bien, le massacre de 95% des Juifs était à Saloniki, et c'est une communauté quelquefois centenaire, une communauté très importante dans la diaspora séfarade. Celle-ci a été exterminée. Malheureusement, le Judenrat était un monsieur qui s'appelait Zvi Kortz. C'était un juif allemand, un rabbin de la communauté, et malheureusement, il a échoué en tant que Judenrat, conseil juif. Il était rabbin, il n'était pas... Il était rabbin. Mais il a été nommé comme le chef du Judenrat à Saloniki. Il y a plusieurs recherches qui ont été faites sur lui. C'est un homme, une biographie tragique, car il était allemand de culture et il était très difficile pour lui de ne pas obéir, aux Allemands. Et bon, eh bien, tout ce qui s'est passé tout au sud de l'Italie, la grande, de la Grèce, la grande, eh bien, je fais ça pour voir si vous écoutez bien. La grande majorité des Juifs de Grèce occupés par l'Italie ont été épargnés pendant la Shoah. La grande majorité des Juifs qui étaient en Grèce occupés par les Allemands ont été exterminés. Et malheureusement, le roi de Bulgarie, Boris III, a été assassiné en août 1943 par les Allemands en raison de son indépendance excessive dans sa politique de protection des Juifs. Car il a sauvé les Juifs de Bulgarie, les 50 000 Juifs de Bulgarie. C'est pas lui seulement qui a sauvé, mais malheureusement,
c'était aussi l'église de Bulgarie, et d'autres personnages très importants sur lesquels je mets beaucoup l'accent dans mes cours. Le roi de Bulgarie, par contre, va expulser 12 000 juifs de Thracia et de Macedonia à Treblinka. Et c'est pourquoi c'est un personnage controversé. Parce que d'une part, il va sauver les juifs de Bulgarie, et il va tuer les juifs, bien sûr avec la pression allemande de Thrace et de Macédoine. Professeur Hanaya Blanca va dire « Le judaïsme grec est un pont vers l'histoire de la Shoah séfarade. Son approche est limitative et donc erronée. Elle va écrire un livre, Arrek min Messila, loin des rails, et elle va traiter la Shoah des Juifs séfarades de façon très limitative. Le survivant, Léon Cohen, de Thessalonique, était l'auteur du soulèvement du Sonderkommando dans les chambres à gaz le samedi 7 octobre 1944. Je suis content que vous avez fait attention. La seule rébellion à Auschwitz-Birkenau. J'ai eu la chance pendant 15 ans de former des Mishlachot, des voyages en Pologne, et je dirigeais aussi j'étais le guide plusieurs fois, mais pendant 1 an, je préparais des Mishlachot, des groupes de jeunes filles de lycée de Ulpena, de Kiryat Arba, et à la fin de l'année, après une formation de 1 an, une année scolaire, elle partait pendant l'été en Pologne. Et j'étais sur ce fameux crématorium, ce fameux chambre à gaz à Auschwitz-Birkenau. L'Afrique du Nord et le Levant. Au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Libye, le Liban et la Syrie. Il y avait 30 camps de concentration et de travaux forcés au Maroc et en Algérie, en collaboration de Vichy et du maréchal Pétain. Le long du chemin de fer transsaharien, il y avait le camp de Djelfa, qui était surnommé la Buchenwald français. C'est-à-dire qu'en Afrique du Nord, il y avait toutes les composantes de la Shoah, de A à Z. Et grâce à l'opération Torche, sur laquelle je vais un petit peu m'attarder tout à l'heure, c'était la fameuse Plisha du débarquement des Anglais, et des Britanniques et des Américains à Alger. Grâce à cette opération Torche, grâce au débarquement des Alliés, la Shoah s'est estompée. Je vais m'attarder sur cela dans quelques instants. Vous voyez ici une carte en hébreu de toutes les machanot avodat kfiya, de travaux forcés entre 41 et 42. C'est tiré du livre de Martin Gilbert, qui lui a écrit la biographie de Churchill, un grand historien. 46 camps de concentration répartis dans toute la Tunisie, dont Bizerte. C'est pour vous, Madame Abel, Bizerte étant le plus important d'entre eux. Paul Guèze, qui a écrit un livre 6 mois sous la botte, président du Judenrat, du Conseil juif, une personne controversée encore une fois. Vous savez, les Allemands, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des Judenrat, des conseils juifs, pour déchirer la société juive, pour déchirer les communautés juives. Pourquoi? Parce que le conseil des juifs, le Judenrat, c'était un juif parmi la communauté. Et il devait
obéir à des choses invraisemblables de la part des nazis. Et on a plusieurs Judenrat. On peut dire une chose très importante. Dans l'histoire des Judenrat, c'était un rôle ingrat. Dans la plupart des Judenrat, en fait compte, ont participé à la rébellion de tous les ghettos, les ghettoes dans le monde européen. Et pour le cas de Varsovie, le fameux Adam Tcherniakov, quand on lui a demandé de l'argent, quand on lui a demandé des fourrures, quand on lui a demandé du travail, des forcés, etc., tout allait bien. Entre guillemets, bien sûr. Il a considéré, d'ailleurs, c'était la grande querelle, c'était la grande polémique entre les Judenrat, d'une part, et les mouvements de jeunesse, d'autre part. Les Judenrat, c'était des personnes âgées. Elles disaient il est préférable de gagner du temps, de collaborer, d'agir de façon que les Allemands ne s'énervent pas trop. Tandis que les mouvements de jeunesse, eux, ont dit non. Ils ont une intention, c'est de nous tuer. Et on va se rébeller pour empêcher la destruction des communautés. Eh bien, à Varsovie, Adam Tcherniakov s'est suicidé quand on lui a demandé des listes de milliers de personnes pour être déportées vers le camp de concentration, le camp d'extermination. Chaim Romkowski de Lodz, lui, a collaboré à 100%. Mais, encore une fois, c'était un personnage, encore une fois, tragique. Mais ce n'était pas du tout la grande partie des Judenrat n'ont pas participé, n'ont pas collaboré. Après un laps de temps, ils ont complètement changé d'attitude. C'est exactement ce qui s'est passé avec Paul Guez. Il y a toutes sortes de critiques par rapport à la façon dont il a agi. Il a favorisé telle personne au détriment de d'autres personnes, etc. Le problème qui se pose à chaque fois dans les communautés, et c'est à chaque fois ce qui se passe dans les Judenrat. L'intention des Allemands était de déchirer les communautés. Le camp de Djado, en Libye, il y a 600 juifs sur 2600 qui ont péri là-bas. 210 juifs de Libye sont déportés à Bergen-Belsen. 100 juifs de Libye sont déportés à Innsbruck, dans l'ouest de l'Autriche. C'est-à-dire que les juifs d'Afrique du Nord sont tout à fait liés aux scènes de la Shoah. Bien sûr, il y a des doses, je dirais, de Shoah nuancées. Je peux dire que la raison pour laquelle les Juifs de Cyrénaïque, de Cyrénaïque, vous voyez, ça c'est Benghazi et Tobruk, les Juifs de Cyrénaïque, je vais dire ça comme j'ai l'habitude de dire en hébreu, de Cyrénaïka, ont été exilés à Djado, ici, dans la région de Tripolitania. Il y a deux régions essentielles en Libye, Cyrénaïque et Tripolitanie. Alors Tripoli, c'est la capitale de Tripolitania, et Benghazi de Cyrénaïque. Les Juifs de Cyrénaïque ont été accusés d'avoir collaboré avec les Anglais, parce que la Libye a été prise par les Anglais et les Allemands à plusieurs reprises. Alors les Juifs de Cyrénaïque ont été accusés d'avoir collaboré avec les Anglais. Alors, il y a eu une décision stratégique, encore une fois pas idéologique, mais en fait compte, ça a malheureusement abouti à des choses
très grave. Les Juifs de Syrie ont été, 2600 Juifs ont été expulsés vers Djado et d'autres camps de concentration à proximité. Et parmi les 2600, comme je viens de le dire, parmi les 2600 qui ont péri 600 Juifs. Et ceux qui étaient natifs, ceux qui avaient une nationalité britannique, ont été expulsés à Bergen-Belsen. Et Baruch Hashem, la grande majorité sont revenus. 100 Juifs de Libye sont déportés à Innsbruck, à l'ouest de l'Autriche. Vous savez, mon père, Zichrono Livracha, le Rav Michael Sharvit, et le Rav Meir Zini sont arrivés à la fin de la guerre à Innsbruck. Le Rav Meir Zini a rencontré sa femme, et qui était une rescapée à Auschwitz, à Innsbruck, et mon père est reparti à Constantine, il s'est marié avec ma mère, au prochain. Alors, Innsbruck, c'est quand même un lieu qui n'est pas seulement un lieu de déportation, mais c'est aussi un lieu dans lequel des Juifs d'Algérie sont arrivés pour s'occuper de la She'erit Apleta, des rescapés de la Shoah. La bataille d'El Alamein et l'opération Torche ont interrompu le processus de la Shoah en Afrique du Nord. José Aboulker, que vous voyez ici, commandant de la résistance juive en Algérie, a dirigé l'opération Torche. Mais il faut préciser que la résistance est née en Algérie. Elle est née à Alger et à Oran. Il y avait 800 personnes juives qui se sont mobilisées, et un nommé Zermati était à la tête de cette... Il y avait ce qu'on appelle le groupe Géogra. Ils étaient dans un gymnase dans lequel ils faisaient du sport. Et celui qui était le propriétaire de la salle, il s'appelait Géogra. Il ne savait pas que les Juifs qui se préparaient pour la rébellion, la résistance. Et il y avait 800 personnes. Et à Oran, il y avait 1500 personnes. Le jour de l'opération Torche, le 8 novembre 1942, et il y a seulement 377 personnes qui se sont mobilisées et sont arrivées sur le terrain, ont neutralisé le port d'Alger et ont favorisé et facilité le débarquement des Anglais et des Américains. Et c'est seulement les Juifs qui se sont occupés de neutraliser le port d'Alger. Parce qu'il y avait d'autres personnalités qui étaient liées à cette résistance, des hauts gradés, comme un nommé Jousse et d'autres. Et je peux redire que c'était la résistance la plus importante pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et encore une fois, cette résistance, ce mouvement clandestin a été minimisé. Et au point que des historiens comme Chaim Saadoun et Amit Michel vont dire que ce n'était pas un groupe clandestin juif, mais de motivation française. Alors bien sûr, j'ai contrecarré, et c'était à la grande majorité de juifs, quand j'ai expliqué et j'ai contrecarré cette thèse, qui d'ailleurs est tellement grave, parce qu'en fait compte, elle a affecté les juifs dans ce qu'on appelle les indemnisations plus tard. C'est un sujet que je traite dans un article qui va bientôt paraître en anglais,
et je développe beaucoup cette question-là. L'importance stratégique de la résistance juive et de l'opération Torche, c'est la fragmentation du mouvement en tenaille idéologique et stratégique de l'Axe. Vous vous rappelez Barbarossa d'une part et l'Africa Corps d'autre part. Okay, je vous fais après, je vous fais un petit examen, alors faites bien attention. La résistance juive en Algérie était le mouvement clandestin le plus important de la Seconde Guerre mondiale, qui n'a pas été correctement commémoré. Ceci est dû au paradigme tripartite. Seuls les mouvements clandestins européens, sionistes et socialistes ont été commémorés dans l'historiographie israélienne. La preuve, il y avait un mouvement de résistance à Varsovie. Le plus important était celui de Eyal, Irgun Yehudi Lochem. À sa tête était Mordechai Adilevitch, le fameux Mordechai Adilevitch qui a été tué, et en sa mémoire, le fameux kibbutz Yad Mordechai. Il faisait partie du Shomer HaTzaïr. Et par contre, il fallait attendre des années et des années pour que Moshe Arens, qui lui était, il faisait partie du mouvement Beitar, il n'était pas socialiste, lui a écrit sur le Hatzi, Irgun Tzioni Yehudi, Tzvaï Yehudi. Eh bien, à la tête de Hatzi, il y avait Pavel Frankel, sur lequel on s'est très peu attardé dans l'historiographie israélienne, jusqu'aux années, je dirais 90, si je ne me trompe pas, où Moshe Arens a publié un livre sur la contribution du Hatzi à Varsovie. Alors, si le Hatzi a été, pas correctement commémoré, à plus forte raison, la résistance juive d'Algérie. Mark Edelman, lui, faisait partie du Bund. C'était un mouvement socialiste, antisioniste. Celui-ci aussi a fait partie de... Il était l'adjoint de Mordechai Anilevitch. On n'en parle pas de lui. Il était d'ailleurs plus tard Sgan Anassi, le vice-président de Pologne. Je me suis peut-être trompé de titre, enfin c'est pas grave. Ce Mark Edelman est resté antisioniste jusqu'à la fin de sa vie, mais on n'en parle pas de lui. C'est-à-dire ce fameux paradigme dont seuls les mouvements clandestins européens, sionistes et socialistes ont été commémorés dans l'historiographie israélienne, et les autres résistances ont été ignorées. Il a fallu faire des batailles avec Yad Vashem pour que la photo de José Aboulker puisse être posée dans la fameuse exposition. Les pays musulmans neutres, la Turquie, Irak, Iran et Afghanistan, quel aurait été le sort des communautés juives en Afghanistan, où le régime était exposé à l'influence nazie? Vous voyez ici Mohammed Zahir Shah, le dernier roi d'Afghanistan. En Irak, où le Faroud de Shavuot 1941, résultat d'un coup d'État pro-nazi, j'en ai parlé tout à l'heure. En Iran, Reza Shah, le père du Shah perse qui a été expulsé par Ayatollah Khomeini, que j'ai montré tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué. Allez. Quand j'ai parlé des racines de la Shoah, alors je parle de Ayatollah Khomeini et de Pie XII, qui eux n'ont fait que songer à l'extermination, malheureusement,
peuple d'Israël pendant 2000 ans, pendant 1300 ans pour les musulmans. Ah, j'ai oublié de parler du Rav Khalfa, le Rav Moshe Khalfan HaKohen, qui lui a participé, vous voyez, le Rabbi Moshe Khalfan HaKohen, il s'est occupé du pillage des Juifs de Djerba. Il y a tout un sujet autour de ce pillage en question. Il a ramassé de l'or et en fin de compte, il a maudit le bateau. Parce que le lendemain du pillage, les nazis devaient recevoir 50 kilos et ils ont réussi à amener que 43 kilos et ils devaient récolter 7 kilos d'or, je parle d'or, de kilos d'or, et en fin de compte, les nazis se sont sauvés et il a maudit le bateau a coulé. Et les 7 kilos qui sont restés d'or ont été répartis parmi les communautés de Djerba. En Iran, Reza Shah, le pro-nazi, qui changea le nom de la Perse en Iran en 1935 pour désigner les Ariens authentiques. Ça, c'est un sujet très important. D'ailleurs, il a milité contre l'islam chiite. Il voulait créer un État zoroastrien, vous savez, selon la religion zoroastrienne. Zoroastre? Comment? Pardon? Non, je parle de Zarathustra, le fameux Zarathustra qui était un des penseurs, des philosophes de la Perse antique. Il y avait Bouddha, Zarathustra, Confucius, il y avait quelques personnages dans l'Orient de l'Antiquité. En Syrie et au Liban, le régime de Vichy, qui a collaboré avec les nazis de façon claire et nette, sans l'opération Barbarossa et l'invasion alliée du Proche-Orient et du Levant, il y avait, c'est-à-dire, quel aurait été le sort des communautés juives en Afghanistan, Irak, Iran, Perse et Syrie et Liban, sans l'opération Barbarossa et l'invasion alliée du Proche-Orient et du Levant, parce que les Alliés se sont accaparés de Iran, de Bagdad, d'Irak, d'Afghanistan. Ils ont neutralisé l'Afghanistan et la Turquie. Je vais parler tout de suite de la Turquie. L'armée de Vladislav Anders, force militaire polonaise, fidèle au gouvernement polonais en exil à Londres, tangente entre l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient, l'Italie et Eretz Israël. C'est-à-dire, il y avait une armée polonaise qui était sous la tutelle soviétique. Vous savez, quand la guerre a éclaté, les Russes et les Allemands avaient un accord Molotov-Ribbentrop. Et ils s'étaient mis d'accord pour s'occuper la moitié de la Pologne, est par les Russes et ouest par les Allemands. Eh bien, en Pologne de l'Est, il y avait une armée très importante, la fameuse armée de Vladislav Anders, c'est lui. Eh bien, quand il y a eu l'opération Barbarossa, c'est-à-dire que l'attaque allemande qui a efféré. Elle a rompu l'accord Ribbentrop-Molotov.
Alors l'Allemagne, quand elle a commencé à vouloir occuper la Russie, et bien sûr elle a échoué, alors les Russes sont devenus des alliés. Alors, la Russie s'est accaparée du Proche-Orient et du Levant. L'armée de Vladislav Anders, elle, a collaboré avec les Alliés. Et parmi, il y avait près de, si je ne me trompe pas, 50 000 soldats ou un peu plus. Et il y avait parmi ceux recrutés dans l'armée d'Anders, il y avait des milliers de juifs, dont Menachem Begin. Et ils sont arrivés, ils étaient en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Italie, en Eretz Israël. Ils sont arrivés dans les cavernes de Ben Guvri. Il y a une caverne là-bas, il est écrit Polonia. Il a été gravé sur le rocher. Polonia, c'est la fameuse armée d'Anders. Il y a beaucoup de personnes qui ont déserté quand ils sont arrivés en Israël. Ils ont dit maintenant, on est en Israël, shalom. Mais Menachem Begin a dit non, je ne déserte pas. Je suis un soldat polonais. Et après, il n'a pas déserté, et après, il est venu en Eretz Israël. Comme un exemple d'un espace qui crée des affinités et des interactions entre les scènes de la Shoah. Le Moyen-Orient, l'Europe de l'Est et la terre d'Israël. Chaim Barles, alors c'est le Mustafa Ismail Inonu, qui était président de la Turquie. Chaim Barles était le représentant du comité du sauvetage de l'agence juive à Istanbul. Et lui avait de très bons rapports avec Angelo Giuseppe Roncalli, qui était délégué apostolique en Turquie et qui viendra plus tard Jean 23. C'est un personnage très important. Je ne sais pas si vous connaissez le sujet de Vatican II. C'était Jean 23 qui a mené cette démarche. Chaim Barles parle énormément de bien de ce personnage. Il est évident qu'il est l'exception qui confirme la règle. Parce que l'Église, d'une manière générale, a collaboré ou a été dans le silence. Pie XII, un personnage très abominable. Je parle maintenant des communautés juives séfarades dans toute l'Europe, dans les Balkans, en Italie, en France et aux Pays-Bas, ont été caractérisées par des caractéristiques uniques dans leur expérience pendant la Shoah. Cependant, cette singularité n'a pas éclipsé le destin commun. Vous voyez ici, il y a un livre très important en hébreu, dont l'auteur est Gita Amifa Zilber. C'est elle qui a écrit un livre sur la résistance juive d'Algérie et l'opération Torche. C'est la première d'ailleurs qui a écrit en 1983 le livre sur... Et d'ailleurs, Menachem Begin a dit, il écrit dans la préface, pourquoi on a attendu tellement de temps pour faire la connaissance de cette résistance juive en Algérie. Cette même dame, qui était diplomate, elle était dans le ministère des Affaires étrangères israélien, Gita Amifaz Zilber, une femme exceptionnelle. Elle a écrit aussi sur le sort des 35 000 juifs de France qui étaient séfarades, Salonique, Turquie, Géorgie, Iran, etc. Algérie, Nord-Afrique du Nord, bien sûr. Abdul Hossein Sardari, un grand héros, juste parmi les nations, il a sauvé 2400 juifs. Quelque chose d'incroyable, il a fait une démarche inimaginable. Il y a un film, Le passeport turc, qui parle des trains vers la liberté. Expédition empêchée des juifs turcs en France à Drancy,
Parmi les justes, parmi les nations, l'ambassadeur turc Behiç Arkin et son adjoint Namik Kemal Yolga, ils ont sauvé 2000 juifs turcs. C'est un film aussi qui apparaît. Vous pouvez voir, vous écrivez Passeport Turquie. Il y a beaucoup de personnes là-bas qui parlent français. Les Turcs parlent très bien le français. Primo Levi, Si c'est un homme, c'est l'auteur de Si c'est un homme. C'est un Italien de Livourne, si je ne me trompe pas. Il était à Auschwitz. Et, pardon? Turin. Il s'est suicidé malheureusement. Et il y en a qui l'appellent le Elie Wiesel italien. Eh bien, d'autre part, je parle de Alfred Nakache, champion de natation d'Algérie de Constantine, et le champion de boxe Victor Youn Pérez de Tunis. Les deux sont arrivés à Auschwitz. Les trois, je parle aussi de, on appelle Noah Krieger, qui était de Belgique. Il avait 16 ans. Et il a fait partie des groupes de boxe qui ont fait plaisir aux nazis en combattant dans des combats de boxe. Eh bien, Alfred Nakache, qui était un nageur hors pair, un champion de natation, il était en France, on l'a attrapé et il est arrivé à Drancy avec sa femme et sa petite fille. La femme et la fille ont été assassinées sur le champ et lui a résisté. Et il a nagé dans les piscines de Auschwitz avec Noah Krieger, qui avait à peine 16 ans. Il dit, moi, Noah Krieger, j'ai nagé avec le champion du monde en natation dans les piscines de Auschwitz. Qu'est-ce que ça veut dire, piscine? C'était des bassins, et il demandait à ses amis de les cacher quand il nageait. Bien sûr, de cette façon, il s'est revalorisé. Alfred Nakache est revenu en France et il a à nouveau été champion de natation. Le champion de boxe Victor Youn Pérez lui a été assassiné dans la marche de la mort. Et il y a un film qui a été fait en sa mémoire, très beau film d'ailleurs, en français. Vous pouvez le voir, il est dans YouTube sans aucun problème. J'ai amené un échantillon de quelques événements qui ont été liés aux Juifs séfarades en France, en Europe. Et je vais parler tout de suite des Pays-Bas. Je voulais dire que parmi, il y avait une communauté de 320 000 Juifs en France, dont 35 000, près de 10%, étaient des Juifs séfarades. C'est-à-dire, c'est ce que Gita Mifal Ziber dit, Gam Bahem Paga Atzorer. C'est eux aussi qui ont été touchés par les assassins nazis. Les Juifs néerlandais, alors que 80% de tous les Juifs hollandais, parmi 140 000 personnes, ont été exterminés, 95% de l'ensemble de la communauté hispano-portugaise aux Pays-Bas, 5000 personnes, ont été exterminées. Seulement 94 Juifs ont survécu. Un faux sentiment de sécurité les a trompés. Étant une communauté très ancienne, depuis l'expulsion d'Espagne et du Portugal, et intégrés, ils étaient convaincus qu'ils seraient sauvés. Ça, c'est la fameuse synagogue d'Amsterdam. Il y avait près de 2000 Juifs là-bas dans cette synagogue. Aujourd'hui, il y a quelques dizaines, malheureusement. Dans la synagogue portugaise, qui compte 2000 places, elle a à peine réussi à rassembler quelques personnes pour prier. Docteur Yvonne Kozlowski.
je suis vers la fin de la conférence. Dr Yvonne Kozlowski-Golan, de l'université de Haïfa, va dire une chose très intéressante. La conscience de la Shoah est aussi une affaire visuelle. Les Juifs des pays islamiques ne sont pas dans la conscience de la Shoah parce qu'ils manquent de documentation visuelle. La Shoah est généralement associée à l'image des Juifs de l'Europe de l'Est. Le film, vous voyez, les fameux un musulman et un déporté tellement affaibli que sa mort est imminente. Un musulman, c'est un terme de yiddish. Quand on parle d'une personne très, très affaiblie, on les a appelés les musulmans. Alors, cette image-là a été essentiellement liée à l'Europe de l'Est. Le film Revivre, je vous conseille de le voir, c'est un très beau film, je crois. Il figure aussi dans YouTube en français. Je ne me rappelle pas du titre en français. Très très beau film. De Chaim Buzaglo, a été acclamé par la critique ashkénaze, selon laquelle les Marocains sont trop élégants dans le film. Je sais ce que je sais, dit-il. La critique est par ignorance, va dire Kozlowski, Golan. Il y a des musulmans en Europe que parce qu'ils sont gravés par les médias visuels. Ça, c'est une perspective très intéressante, je pense. La Shoah du peuple juif. Je voudrais conclure par 3 petits paragraphes et vous laisser à méditer sur ce que je viens de dire. Le terme que j'ai essayé de développer, c'est la Shoah du peuple juif en général. Les Juifs européens et communautés juives dans les pays islamiques, tangente et codex. Il y a une dynamique, il y a un mouvement, il y a des interactions, il y a un panorama. Ce sont des termes qui doivent être notés dans notre résumé. Ce n'est pas sans raison que les Juifs de Libye, de Tunisie et du Maroc sont inclus depuis plusieurs années dans le fonds d'indemnisation des Juifs de la Shoah, des survivants de la Shoah, et que des prestations et avantages ont été approuvés pour les immigrants d'Algérie, du Maroc et d'Irak. Il est raisonnable de supposer que le débat autour du Moufti en 2015, vous savez que Benjamin Netanyahu, le Premier ministre, a parlé du Moufti, comme quoi il était très impliqué dans la Shoah, et il a cité un livre nommé Schwanitz, qui parle énormément de El Husseini de façon très, très développée, et tous les historiens boucliers sont arrivés, on dit bah Pitom, il s'est trompé complètement, Benjamin Netanyahu. Vous imaginez quelle était la motivation de ces historiens si, après les 2023 et 2020 et 2022. Bon, il est raisonnable de supposer que le débat autour du Moufti en 2015 et de la loi sur les réfugiés des pays arabes promulguée par le député du Dr Shimon Ohayon est stimulant et complémentaire, comme il se doit. C'est-à-dire, grâce à ces débats-là, on s'est intéressé sur le sort des Juifs de pays arabes et de diaspora séfarade. Le sort commun du peuple juif dans son ensemble, qui fut la cible de l'extermination, peut présenter une conception globale et révéler pistes de recherche. La mémoire de la Shoah et sa commémoration parmi les Juifs de la diaspora séfarade et des pays islamiques ont pris forme de manière cohérente en Israël
et dans le monde très tardivement, à partir des années 80. L'éthos européen et l'expérience ashkénaze de la Shoah, l'étude ultérieure de la Shoah dans ces pays, la polémique historiographique et de recherche et la lutte juridique des communautés pour la reconnaissance de la faillibilité de la Shoah dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, la création de musées en Israël et dans le monde qui documentent et commémorent les événements de la Shoah dans les pays islamiques et dans la diaspora séfarade, la documentation de la Nakba juive, c'est-à-dire les juifs expulsés des pays arabes en 1948, de 48 à 67, et la sensibilisation à celle-ci, pardon, la Nakba juive dans les pays islamiques et la sensibilisation à celle-ci, l'agenda politique du bloc de l'Est qui a obscurci le caractère unique des événements de la Shoah dans les Balkans, tout cela a déterminé la lenteur et le retard dans le traitement de cette question importante et la présentation minimisée des événements de la Shoah dans ces régions. Maintenant que je vous ai dit toutes ces choses-là, je voudrais terminer enfin par une expression plutôt littéraire et plutôt spirituelle. Albert Cohen, le fameux écrivain de Corfou, qui est arrivé à Marseille à l'âge de 8 ans. Dans Oh, vous frères humains, il parle de tout, il relate tout cette arrivée. Parce que il va dire que quand il arrive à Marseille, alors il y a un marin, je ne sais pas comment on appelle ça, il lui dit un camelot. Il va lui dire, va-t'en. Il va le chasser. Alors il dit, pour moi, c'était la genèse de la Shoah. J'ai senti cette haine-là, et pour moi c'était, en fait, compte, la Shoah, pour un enfant de 8 ans. Il arrive à Marseille, et il sera un diplomate très important, et très sioniste. Il était un ami très lié à Chaim Weizmann, et on le voit dans ses livres Belle du Seigneur, d'une part, Oh, vous frères humains, et d'autres livres, Solal et d'autres. Il va parler énormément du bien du peuple d'Israël, de l'histoire d'Israël. Je vous conseille vivement de lire ses livres. C'est un homme vraiment inimaginable dans sa façon de dire les choses. Il va dire la chose suivante. Il était à Genève à la fin de ses jours. Il devait recevoir le prix Nobel. Et malheureusement, il est décédé avant. Et en vérité, écoutez bien ce qu'il dit. Dans Belle du Seigneur, page 766-767. Et en vérité, lorsqu'ils massacrent ou torturent des Juifs, ils punissent le peuple de la loi et des prophètes qui a voulu l'avènement de l'humain sur terre. Oui, ils savent ou pressentent qu'ils sont le peuple de nature et qu'Israël est le peuple d'anti-nature, porteur d'un fol espoir que le naturel abhorre et d'instinct ils abominent le peuple contraire qui sur le Sinaï a déclaré la guerre à la nature et à l'animal en l'homme. En vérité, c'est notre héroïsme désespéré que de ne vouloir pas être... Donc, je ne marche pas. D'accord, le Seigneur. En vérité, c'est notre... Une seconde. Oui, ils savent ou pressentent qu'ils sont le peuple de nature, les nazis, et qu'Israël est le peuple d'anti-nature, porteur d'un fol espoir que le naturel abhorre, et d'instinct ils abominent
le peuple contraire qui sur le Sinaï a déclaré la guerre à la nature et à l'animal, à l'homme. En vérité, c'est notre héroïsme désespéré que de ne vouloir pas être ce que nous sommes, c'est-à-dire des bêtes soumises aux règles de nature, que de vouloir être ce que nous sommes, ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des hommes. Je pense que c'est un texte qui dit beaucoup de choses. Et je pensais terminer cette conférence avec Albert Cohen, qui lui aussi était un juif séfarade. Et je pense que dans Belle du Seigneur, il a un récit qui est d'ailleurs sans point et virgule, de quelques pages. Il veut dire des choses du cœur, c'est incroyable. Il écrit des paragraphes de quelques pages sans point et virgule. Ça veut dire que c'est un flot de paroles et de mots extraordinaires. Il parle d'un nommé Rosenfeld. Lui, le Sfarad, il parle de l'Ashkenaz Rosenfeld, qui est la risée des Juifs, des antisémites, etc. Et il dit, c'est vraiment un texte qu'il faut lire, il dit, pourquoi j'ai parlé de Rosenfeld? Et lire et relire. Il dit, pourquoi j'ai parlé de Rosenfeld? Parce que peut-être que je voulais dire que moi, je ne suis pas Rosenfeld, je suis Cohen de Corfou. Mais à vrai dire, j'ai parlé de Rosenfeld parce que j'aime Rosenfeld. Parce qu'il est fantastique, Rosenfeld. Il a énormément de gentillesse. Il a énormément... C'est vrai, certes, il n'est pas très poli. Certes, il n'est pas très... Il fait partie du Ostjuden, c'est-à-dire les Juifs de l'Europe de l'Est. Certes, mais je l'aime. C'est mon frère, etc. Un texte à lire. Voilà. J'espère que... J'espère que j'ai réussi à présenter la thématique de façon qui était assez claire. Et je vous invite peut-être à poser quelques questions, si vous le désirez. Je voulais juste ajouter une ou deux remarques. C'est que concernant Pavel Frenkel, qui était commandant du HATI, de l'organisme... Centre Begin, il faut dire quelque chose. De l'organisation militaire du Bétar au ghetto de Varsovie, on a au Centre Begin 2 chercheurs, dont un qui consacre la majorité de son temps aux recherches sur le HATI. Et ils pensent, les deux, avoir trouvé la vraie identité de Pavel Frenkel. C'est pas son nom? Non, c'était un surnom, mais à part son nom, on ne sait rien de lui. Ils pensent avoir retrouvé son parcours dans sa jeunesse au Bétar, etc. Son vrai nom serait Yaakov Frenkel. Et donc voilà, on pourrait découvrir ça. Ça avait été le sujet d'un article dans LPH l'année dernière. Et la deuxième remarque, c'était que j'avais aussi une touche personnelle à cette conférence, puisque Youn Perez était le cousin de mon grand-père. Voilà. Donc s'il y a quelques questions, vous pouvez les poser. Ton copain qui habite à Jérusalem? Oui, que vous connaissez. Oui, tout va bien? Bah, au prochain. Il y a des questions, madame? Je voudrais juste, parce qu'apparemment à Yad Vashem, on ne parle pas des... Enfin, moi je connaissais les Juifs de Thessalonique qui étaient déportés et je ne faisais pas une distinction entre les uns et les autres. Parce que, voilà. Mais pourquoi on n'en parle pas? Vous avez dit pour des raisons politiques, juste pour comprendre, pas pour polémiquer. Yad Vashem a cette approche eurocentrique. Et d'ailleurs, quand le fameux débat autour du Moufti en 2015 a eu lieu, alors Dan Birman, le professeur Dan Birman, qui était le chercheur principal de Yad Vashem, qui est mon collègue de Bar-Ilan, a fait tout pour minimiser la part de Khaja Ben el-Husseini. Et c'est lui qui a donné la directive de ôter la fameuse image
de la rencontre entre Hitler et El-Husseini, pour ne pas induire en erreur les visiteurs de Yad Vashem et faire croire. Alors, il y a eu bien sûr une critique très grave par rapport à cette démarche. Et Dayan, comment il s'appelle, Dayan, le directeur Daniel de- Dani Dayan, qui est lui le directeur de Yad Vashem, dira que nous ne sommes pas prêts à être à tendance politique, à politiser Yad Vashem, et soi-disant, c'est exactement ce qu'ils font. Ils politisent Yad Vashem en notant cette, et cette image. Maintenant, par exemple, vous ne comprenez pas pourquoi? Non, excusez-moi, parce que je suis pas si longtemps ici et je vois pas l'intérêt. C'est une attitude politique parce que il y a une volonté de ne pas froisser le monde arabe et le monde palestinien, Ok, j'avais pas désolé. et au détriment de la vérité historique. Ok, je comprends. Quel marché? Il y a, Est-ce que Akasha? il y a un autre livre de André Jacob Guez, Au camp de Bizerte. Ah oui? Vous l'avez lu? Non. C'est pratiquement un journal, quoi. C'est qui par rapport à Paul Guez? C'est qui? André Jacob Guez. Guez, c'est G-U-E-Z. Et c'est qui par rapport à Paul Guez? Je ne sais pas s'ils sont... Très bien. Akasha? Je peux vous envoyer... Merci. Envoyez-moi. le général Rommel, qui a dirigé toute l'opération des Allemands sur l'Afrique du Nord, est-ce qu'il a à un moment ou à un autre exprimé son opinion sur la question juive Oui, il était tout à fait contre cette approche antisémite. Contre quand Raouf lui a demandé d'assassiner les Juifs d'Égypte quand il occupera l'Égypte. Chose qu'il ne s'est pas faite, parce qu'en fait, quand El Alamein il a été stoppé, eh bien, il a complètement été écarté de son chemin, de Rommel. Il a dit pas du tout, je suis un dirigeant de la Wehrmacht, et je n'ai rien à voir avec la SS. Et d'ailleurs, il était un ceux qui ont des conspirateurs pour l'assassinat de Hitler. Et c'est pourquoi, en fait, quand on lui a demandé de se suicider, pour qu'il ne soit pas puni, de façon pour laisser sa renommée en tant que grand général Feldmarschall. Oui, je voudrais vous remercier en mon nom personnel, au nom du public, je crois, de cette démarche qui est vraiment remarquable. Il en ressort finalement au final une image, une impression, disons, réaliste, voire pessimiste, en considérant l'antisémitisme de l'époque et l'antisémitisme actuel. Donc, comment réagir? Vous avez dit qu'il y avait des gens qui se soumettaient, d'autres qui résistaient. Quel est votre sentiment actuel de ce qui se passe, du mouvement antisémite qui empruntent le monde entier, et le fait que le peuple juif, notamment le peuple israélien, est soumis actuellement à la volonté des Américains. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Je suis très optimiste. Je pense que Baruch Hashem, tout à l'heure j'ai commencé ma conférence avec les deux vecteurs de l'histoire contemporaine, c'est la Shoah d'une part et la Tkouma d'autre part, c'est-à-dire la résurrection d'Israël en Eretz Israël. Ce sont deux événements, ce sont deux démarches complètement séparées l'une de l'autre. Vous savez, on a l'habitude de dire, il y a des gens complètement ignorants, je pense, disant que par rapport à la Shoah, l'État d'Israël est né. C'est-à-dire que grâce à la Shoah,
la causalité de la Shoah a fait que le pays d'Israël, ça n'a rien à voir, c'est invraisemblable, c'est une chose qui n'a aucun fondement historique. Et j'ai d'ailleurs écrit un texte qui est paru dans les journaux, et j'ai décrit deux... Vous savez, je vais vous dire ce que je pense. Il y a deux dates très importantes. Kavzai Nissan, d'une part, le 27 Nissan, c'est le jour de la révolte de Varsovie. C'est pourquoi on inaugure le Yom HaShoah, le Kavzai Nissan, c'est dans 2 jours. C'est par rapport à la révolte de Varsovie. Le ministère de l'Éducation a pensé faire la commémoration de la Shoah à Tisha B'Av. Mais, étant donné que les élèves sont en vacances, alors ils ont décidé de faire ça le Kavzai Nissan. Ça, c'est d'une part. D'autre part, Hei Be'Iyar, c'est le jour de l'indépendance. Alors, ce sont 2 pôles de notre existence. D'une part, la Shoah, et d'autre part, la Tkouma. Mais il n'y a aucune causalité entre ces 2 événements. Ce sont 2 événements séparés. Et je retiens ce qu'Avraham Livni a écrit dans son excellent livre. Vous savez que c'était un converti. Et il était natif de Chambon-sur-Lignon. Là-bas, il y avait plein de Chassidés ou Mataolam, des justes, nommé Trokma, si je ne me trompe pas. Trokmé, qui était lui le leader. Eh bien, alors ces 2 événements, il n'y a aucune réciprocité entre les 2. Il existe, ce sont 2 événements maintenant. Livni va dire la chose suivante. Hiroshima et Auschwitz, ce sont deux lieux très différents. Car la guerre a été symbolisée par Hiroshima et la Shoah par Auschwitz. Ce sont 2 lieux différents. Maintenant, j'ai écrit ce fameux article qui dit la chose suivante. Et je suis l'idée de Avraham Livni. Il va dire la chose suivante. Ce sont 2 civilisations. La civilisation de la Tkouma et la civilisation de la Shoah. La civilisation de la Shoah a commencé en 70 de l'ère vulgaire, quand les Romains ont détruit le temple à Jérusalem. Et à partir de ce jour-là, ils ne pensent qu'à exterminer le peuple d'Israël, ou au moins effacer sa mission, sa vocation. Et depuis 70 de l'ère vulgaire jusqu'à 1939, la civilisation de la Shoah a avancé. C'est dommage que je n'ai pas traduit ce texte-là, peut-être que ça aurait bien clarifié la chose. C'est l'aboutissement de 2000 ans d'antisémitisme. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut voir comment les choses évoluent depuis 70 jusqu'en 1939. Je parle de l'antisémitisme médiéval, je parle de Tar et Tat, les événements qui ont exterminé 100 000 juifs en 1648 et ont détruit 750 communautés. C'était un événement dramatique par les Cosaques, Khmelnytsky, et bien sûr Martin Luther, bien sûr il y a une analyse extraordinaire de Heinrich Heine, le grand poète. Il analyse les temps modernes,
démontre comment les racines de la Shoah se prolongent tout au long de ces 2000 ans d'antisémitisme. Par contre, en 70 de l'ère vulgaire, lorsque le temple a été détruit, a commencé l'espoir d'Israël. Et tout au long de ces 2000 ans, c'est l'espoir éternel du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, il y a un très beau chant, l'Étoile d'or de Herbert Pagani. Il montre cette image-là. Et je parle de Rabbi Yehuda Halevi, je parle de Rish Lakish, du Talmud, je parle de tous les amants de Sion qui n'ont pensé qu'à une chose. Je parle du Ari Akadosh, le XVIe siècle. C'est un siècle clé pour comprendre le sionisme contemporain. D'ailleurs, j'ai écrit un article, voilà, c'est formel, c'est reconnu par l'Académie israélienne, l'Académie mondiale. J'ai publié un article dans le Journal of Jewish Studies qui prouve que le sionisme commence au XVIe siècle de façon claire et nette, par le biais des personnages comme le Hari, comme Rabbi Yosef Karo, comme le Rabbi Yaakov Beirav, comme le David Areuveni, qui veut faire la conquête d'Eret Israël avec Rabbi Shlomo Molcho. C'est-à-dire le XVIe siècle, celui qui veut comprendre le sionisme, il doit partir à partir du XVIe siècle, bien avant aussi. Rabbi Yehuda Halevi, Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, ce sont les grands précurseurs du sionisme au XIIe et XIIIe siècle. Alors, il y a deux civilisations. La civilisation de la Shoah, qui a été déterminée par les nations et par les puissances qui ont voulu effacer le peuple d'Israël, et la civilisation de la Tkouma, qui, elle, a persévéré malgré les tempêtes, malgré tout. On est là. Et Bezrat Hashem, on a vu cette année et demie, année de près de 2 ans d'héroïsme. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard qu'on veut appeler cette guerre la Milchemet HaTkouma. Parce que justement, Am Israël ne se veut pas faire, ne se pas de vaincra Bezrat Hashem.